Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de ma série reliée de noms. Et oui, nous continuons donc la série que j'avais introduite il y a 15 jours sur ma chaîne et qui s'appelle Relier deux noms. Donc en gros dans cette série, comme vous l'avez certainement vu dans la première vidéo, je vous explique avec quels outils on peut relier effectivement deux noms en anglais. Voilà, on a quelques petites façons assez similaires à l'anglais de relier deux noms, mais ce qui diffère de l'anglais au français, c'est que l'anglais va aussi utiliser le génitif déterminatif. Donc oui, le génitif déterminatif, c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc peut-être que ce terme ne vous dit absolument rien, et c'est normal, surtout si vous débutez l'anglais, ou pas d'ailleurs, il y en a qui débutent pas l'anglais du tout, mais qui n'ont pas trop entendu parler de ce genre de truc. Il faut dire que c'est un nom vraiment lié à la linguistique, à la grammaire. Mais je pense que quand même, si vous êtes un tout petit peu familier avec l'anglais, vous avez dû voir passer ce fameux génitif déterminatif, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans la langue anglaise. Donc pour faire plus simple, le génitif déterminatif, c'est tout simplement quand vous avez un nom, l'apostrophe S, plus un autre nom. En grammaire, c'est grosso modo comme ça qu'on explique la structure du génitif déterminatif. Mais il y a aussi d'autres appellations, par exemple, on appellera le premier nom GN ou N2 et le deuxième nom GN ou N1. Pourquoi GN ou N? Le GN signifie le groupe nominal, donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément juste un seul nom. En fait, c'est possible qu'il y ait plusieurs mots dans votre groupe nominal. C'est pour ça que soit vous allez retrouver un nom, soit vous allez retrouver un groupe nominal. Après, il y a une limite avec le génitif déterminatif. Pour pas vous dire de bêtises, normalement c'est 3 mots maximum avant l'apostrophe S. Au-delà, on va être obligé d'utiliser la préposition of qu'on a vu dans la première vidéo. Et du coup c'est pareil pour le deuxième nom, donc soit ça sera un nom, soit ça sera un groupe nominal. Concernant les chiffres, le 2 et le 1, alors ça il y a deux écoles. Moi je préfère personnellement l'école du 2 en premier et du 1 en deuxième, tout simplement parce que si la structure de la phrase n'était pas avec un génitif déterminatif mais avec une préposition of, le nom 2 serait effectivement à la place du deuxième nom et le deuxième nom serait effectivement à la place du premier nom. Si vous voulez, pour vous entraîner, pour comprendre un peu comment ça marche, vous prenez deux noms et vous utilisez la préposition of entre les deux, donc pour relier les deux noms, comme on le ferait en français avec la préposition de. Pour construire le génitif déterminatif, vous prenez la même phrase, et si c'est possible évidemment, parce que vous savez que tout n'est pas compatible avec le génitif, vous prenez la même phrase et vous inversez les deux noms. Donc le deuxième nom prend la place du premier et le premier nom prend la place du second. C'est pour ça que je préfère personnellement laisser le 2 et le 1 parce que ça a toujours été beaucoup plus logique pour moi de les nommer ainsi. Donc ne vous en faites pas si jamais vous hésitez entre l'un ou l'autre, que vous avez oublié au moment où vous faites un exercice. C'est pas du tout grave parce que les deux écoles fonctionnent en fait. Genre vraiment vous pouvez mettre N1 apostrophe S, N2 comme inversement. Ça dépend vraiment de chacun. Moi je sais que je préfère la logique du N2, N1, mais voilà, ça c'est chacun. Pourquoi déterminatif? Tout simplement parce qu'il y a une autre sorte de génitif qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc en fait, le génitif va permettre de déterminer le nom qui suit. C'est-à-dire que le premier nom va être en quelque sorte comme un adjectif un petit peu, va créer une sorte de sous-catégorie avec le nom qui suit, ce qui fait que l'apostrophe S sera un peu considéré comme un déterminant. C'est pour ça que ça s'appelle un génitif déterminatif, parce que le premier nom va aider à déterminer, en langage grammairien, le deuxième nom. Donc par rapport au génitif, avant d'aller plus loin dans le génitif déterminatif, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, deux sortes de génitifs. Donc celui qu'on va aborder aujourd'hui, où on pourrait dire par exemple « my mom's house », ça fonctionne très bien. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le génitif générique. Donc là en fait le génitif générique, au niveau de la forme, c'est la même chose que pour le génitif déterminatif, vous allez avoir l'apostrophe S la plupart du temps, ça arrive que non mais en l'occurrence ici, sauf que quand vous allez l'utiliser en tant que génitif générique, le N2 et le N1, vous pouvez pas du tout les dissocier. Je m'explique. En gros, le N2 et N1 forment un bloc à part entière. Par exemple, si vous voulez savoir si c'est un déterminatif ou un générique, vous allez pouvoir faire un test avec un adjectif. Si vous pouvez mettre l'adjectif entre le premier nom et le deuxième, ça sera considéré comme un génitif déterminatif. Mais si vous ne pouvez pas, parce que ça change
complètement le sens en fait de votre génitif, là ce sera un génitif générique. Et qu'est-ce que c'est un génitif générique? C'est tout simplement quand vous avez la même structure qu'on a vue là, sauf que c'est pour parler souvent d'une sous-catégorie par rapport au nom. Par exemple, si on dit children's book, c'est un livre pour enfants, là vraiment c'est différent de si on dit my mom's house, parce que my mom's house, déjà c'est plus situationnel, comme on dit en grammaire, donc d'un peu plus personnel, d'un peu plus ciblé, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est très précis, et vous pourriez très bien mettre un adjectif entre mom et house. Par exemple, vous pourriez très bien dire my mom's green house, une maison verte, pourquoi pas. Par contre, children's book, là vous allez devoir mettre l'adjectif avant children, parce que children et books, ou book, comme je vous ai dit la première fois, ça doit rester ensemble. C'est comme si c'était déjà un nom à part entière en fait, comme si on pouvait vraiment pas séparer le premier nom du deuxième. Donc c'est important vraiment de faire la différence entre les deux, et de toute façon vous allez vite remarquer la différence entre les deux parce qu'elle est assez claire. Après il peut y avoir des ambiguïtés selon le contexte, mais généralement, à part si on vous donne un segment tel quel, donc des petits exemples comme je vous ai donné là, a priori quand vous lisez un texte ou que vous écoutez tout, enfin n'importe quoi sur YouTube ou etc., vous allez vite comprendre s'il s'agit d'un déterminatif ou d'un générique. Mais nous parlerons du générique dans la prochaine vidéo. Première partie de cette vidéo, je vais vous parler de quand utiliser le génitif déterminatif. Donc, on utilisera le génitif déterminatif notamment pour un nom propre, Ted's car, un nom commun désignant une personne ou un animal, the whole man's coat, ou avec un animal, the cat's whiskers. Pour un nom désignant un groupe de personnes, the student's demons, un nom décrivant une activité humaine, notamment en lien avec des véhicules. Donc ici, pour ce cas de figure assez spécifique, vous aurez le choix entre le génitif ou la préposition of. Mais pour une fois, c'est vrai que dans ce cas de figure, la préposition of va être, on va dire, plus correcte. D'un point de vue grammatical, ce sera beaucoup plus correct. Mais comme je vous l'ai dit, le génitif déterminatif dépasse en fait les barrières de la grammaire, et c'est possible que dans ce genre de cas de figure, comme bien d'autres, ne s'attendraient pas à voir le génitif en tant que débutant en anglais, on peut le retrouver aussi. Donc ne soyez pas étonnés, encore une fois, les fautes grammaticales, c'est valable pour toutes les langues, surtout en anglais. Donc par exemple, vous pourriez très bien dire the train speed, ou the speed of the train, life's miracle, ou the miracle of life, house's value, ou alors the value of the house. Ce sera également le cas pour un nom de lieu, France's Monuments, ou un pronom indéfini comme anyone, somebody, everybody. Et là, je vais vous donner une expression qui est pas mal utilisée, autant en français qu'en anglais, je pense. It's anyone guess, qui signifie Dieu seul le sait. Alors attention, il faut que je vous prévienne par rapport à un truc vis-à-vis du génitif. Il faut surtout pas mettre l'article de devant un nom propre au génitif. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Par exemple, en français, on ne dirait jamais la voiture de le Ted. Ça vous viendrait pas à l'esprit. Eh bien c'est pareil en anglais, même avec le génitif déterminatif. On pourrait pas dire the Ted's car. Ça ne veut rien dire. Parce que si vous le remettez avec la préposition of, qui serait possible, même si ça serait un peu lourd, mais vous pourriez très bien le dire aussi comme ça, vous ne diriez pas the car of the Ted. Ça veut plus rien dire. Donc avec le génitif, c'est pareil. On garde cette règle en fait. Si vous avez un doute par rapport à ça, parce que c'est possible d'avoir des doutes au début quand on apprend la langue et qu'on apprend le génitif, de se dire est-ce que là je mets un article ou pas, vu qu'il y a inversion des noms. Sauf que le premier nom, c'est celui qui compte. L'article plutôt va prendre en charge. Donc c'est important de se poser la question de si oui ou non on l'aurait mis dans un autre cas de figure. Et effectivement avec les noms propres, ce n'est pas le cas, ni en français ni en anglais. Donc c'est très très important de réfléchir bien à ça, et après vous allez voir, ça va devenir un réflexe. Autre petit aparté, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais il est très important avec le génitif déterminatif de pas trop tomber dans tout ce qui est possesseur possédé, appartenance, ce genre de relation-là entre les noms. Il faut faire attention à ce genre d'explication avec le génitif, parce que c'est vrai, tout à fait, on peut retrouver le génitif très souvent avec des liens d'appartenance ou de parenté, mais justement il faut faire très très attention à pas toujours expliquer le génitif par ces recours-là, parce que des fois ce n'est simplement pas le cas, notamment avec le génitif générique. Mais même avec le génitif déterminatif, il faut faire attention. C'est possible que vous l'appreniez de cette façon, et c'est pour ça que je vous le dis aussi, parce que c'est vrai que c'est une façon très générale et très globale de parler du génitif, mais, comme dans tout en grammaire, il y a des nuances, et vous allez retrouver le génitif dans des cas de figure où il n'y a pas d'appartenance entre les deux noms. Donc personne n'appartient à personne. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler des emplois un peu particuliers du génitif déterminatif. Donc où il n'y a justement pas de lien d'appartenance ni de parenté. Ça va être le cas notamment avec des expressions figées avec
sake. Par exemple, art for heart's sake, qui signifie l'art pour l'art en français, ou for God's sake, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, ce qui signifie pour l'amour de Dieu, ou dans le même registre, for heaven's sake, donc pour l'amour du ciel. Ce sera le cas également avec des expressions temporelles, notamment avec des unités de temps, par exemple today's news, last week's results. Ce sera le cas avec des expressions de durée aussi, par exemple the 100 years war. Donc celui-là, vous avez deux façons de le dire, soit vous utilisez le génitif, après le S de years, vous avez juste une apostrophe, mais vous pouvez aussi ne pas mettre l'apostrophe. Il y a deux façons de le dire, donc l'un ou l'autre, c'est la même chose, mais là pour le coup, il s'agit vraiment de comment vous allez l'écrire. Donc pour l'oral, pas d'inquiétude, c'est toujours la même prononciation, c'est the 100 years war, mais voilà, pour l'écrire, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ça fonctionne très bien. Vous pouvez avoir aussi des expressions comme get 9 days leave, donc ça signifie avoir une permission de 9 jours, donc avoir une permission notamment par rapport à des congés, le fait de pouvoir partir de son travail ou ce genre de choses. Ça fait un peu penser d'ailleurs au domaine militaire, de dire qu'on a une permission. Alors sous cette forme-là, avec le génitif, c'est possible, mais dans un anglais encore plus correct, on va dire vis-à-vis de la grammaire toujours, on va préférer plutôt un mot composé, donc plutôt mettre entre le 9 et le day un trait d'union. Et du coup, si c'est en mot composé, on ne met pas de S à la fin de day, parce que quand vous avez ce genre de mot composé, avec la 9 day avec le trait d'union, en fait, il agit comme un adjectif sur le nom qui suit. Donc là, en l'occurrence, live. Du coup, pas de S. Sauf si c'est déjà intégré au nom à la base, mais comme day, c'est un nom normalement qui est dénombrable, donc on peut le mettre au singulier ou au pluriel. Là, dans cette composition-là, vu qu'il a un rôle d'adjectif, pas de S. Par contre, si le deuxième nom effectivement est un dénombrable, là par contre, bien évidemment, on utilisera le génitif déterminatif et pas du tout un mot composé. Donc par exemple, si vous dites 20 years imprisonment. Dans cette même catégorie, je vais vous donner un exemple. On peut exprimer de 3 façons différentes en anglais, notamment quand on parle d'un retard. Donc par exemple, on pourrait très bien dire 4 hours delay, mais on peut aussi dire a 4 hours delay. Mais on peut également dire 4 hour delay. Ce sera d'ailleurs l'utilisation là plus fréquente, donc sous forme de nom composé de nouveau. Donc là vous avez vu que dans 4 hour, on a enlevé le S, et surtout vu que c'est utilisé comme adjectif, vous avez vu que l'intonation dans le mot n'est pas le même, on va pas accentuer les mêmes choses, parce que 4 et hour sont liés, comme si c'était un seul et même mot. Donc du coup l'intonation et l'accentuation dans le mot va changer, parce que c'est comme si c'était un seul mot en fait. On va pas le prononcer de la même façon que pour les deux autres expressions. On le retrouvera aussi dans l'expression de la distance, 6 miles walk ou 30 meters Q. Dans ce cas de figure, le nom composé sera aussi un peu plus correct, on va dire, voilà, toujours pareil. Donc vous allez plutôt retrouver 6 mile walk ou 30 meter Q, ce genre de choses. Mais voilà, je vous le dis quand même parce que dans les règles de grammaire, ça a été intégré quand même que le génitif déterminatif pouvait se retrouver dans ce genre de cas de figure. Donc c'est bien que vous ayez les deux en tête. C'est bien de savoir quand il y a plusieurs possibilités. Comme ça, si jamais vous avez un doute ou si vous avez peur de vous tromper et que pour une fois vous avez dit celui sans le S, ça fonctionnera quand même. Vous pouvez également retrouver le génitif accompagné d'un nombre et suivi du mot worth. En français, ça se traduira par pour plus une quantité. 10 dollars worth of drinks, pour 10 dollars de boissons. Et vous pouvez aussi avoir des formulations comme 5 days worth of food, de la nourriture pour 5 jours. Troisième partie de cette vidéo, on va parler du deuxième nom quand il est sous-entendu, donc quand il n'apparaît pas dans la phrase. Donc oui, vous allez aussi rencontrer très souvent l'apostrophe S, donc le génitif, mais sans qu'il soit nécessairement suivi du deuxième nom. Pourtant, ce deuxième nom, on va dire, hypothétiquement, il existe. Il est là, il est quelque part. Sauf que il y a des cas de figure où il ne va pas clairement apparaître. Et c'est normal, ça fait partie totalement du langage courant. On peut le retrouver avec des noms de lieux comme at the baker's. Et en fait, le deuxième nom qui serait sous-entendu là, c'est shop. Mais c'est très courant pour des noms de lieux comme ça, de ne pas mettre le deuxième nom parce que c'est sous-entendu en fait. Vous avez des grandes enseignes comme Marks & Spencer's. Et là, pareil, c'est sous-entendu qu'il y a shop après. Samples pour la cathédrale ou at the doctor's. Donc vous pouvez exprimer ce genre de lieu de cette façon. Par contre, c'est important de savoir que aussi, notamment avec ceux que je viens de vous dire, vous pouvez totalement enlever l'apostrophe S. C'est-à-dire que c'est complètement rentré dans le langage courant de dire at the doctor, at the butcher, at the baker, ce que vous voulez, sans l'apostrophe S. À mon avis, comme le deuxième nom ne suit plus, ne suit pas, n'est pas là, n'est pas présent, c'est quelque chose qui s'est évanoui l'apostrophe S parce que je pense que les gens n'y voyaient plus forcément d'intérêt puisque le deuxième nom n'y est plus. Donc je pense que ça s'est simplement perdu avec le temps.
Donc évidemment, il y a sûrement encore plein de gens qui l'utilisent, mais dans le langage courant, c'est intégré et vous pouvez parler de ces lieux-là sans forcément utiliser le génitif après. On ne retrouvera pas le deuxième nom qui suit l'apostrophe S quand il a déjà été mentionné. C'est pour éviter d'avoir une lourdeur stylistique ou syntaxique. He put his arm through his mother's. Donc là, l'apostrophe S suggère qu'il s'agit effectivement du bras de sa mère. Donc, il a mis son bras sous il a agrippé le bras de sa mère. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait une répétition du mot arm et qui est du coup sous-entendu par l'apostrophe S. En français, ça donnerait sous celui de sa mère, par exemple. Pour éviter la lourdeur stylistique, justement, comme ça, le fait que on sait déjà quel est ce nom-là, parce qu'il a déjà été utilisé auparavant, ça se retrouvera notamment dans des questions où vous allez avoir le whose. Donc whose, ça veut dire à qui. Et également dans les comparaisons. Donc par exemple, si vous demandez à quelqu'un whose book is this, on peut vous répondre it's Mary's. Et sans répéter le mot book. It's Mary's book. Donc vous pouvez, mais c'est pour éviter la lourdeur, la répétition, parce que si vous dites it's Mary's, c'est intégré. L'apostrophe S signifie que c'est celui, pareil, c'est comme en français, on dirait c'est celui de Marie. Et pas c'est le livre de Marie. Vous voyez, c'est valable dans les deux langues, en fait, on évite la lourdeur stylistique. Pareil avec les comparaisons, comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien dire his books are not as good as Green's. Donc ces livres ne sont pas aussi bons que ceux de Green ou de John Green. Vous avez compris, j'aime John Green. Voilà, c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement. On peut aussi retrouver le génitif dans la structure nom plus préposition of plus génitif. She's staying with family of Maggie's. Quatrième partie de cette vidéo, nous allons parler des particularités du génitif. Alors normalement, avec le génitif, quand il y a un S déjà à la fin du nom, parce qu'il est au pluriel ou parce que c'est comme ça qu'il s'écrit, on mettra que l'apostrophe. C'est ce que je vous ai dit, il me semble, plus tôt dans la vidéo. Mais, parce qu'il y a toujours des exceptions, quand il s'agit d'un nom propre, vous pouvez mettre l'apostrophe plus un S, même s'il y a déjà un S à la fin du nom propre. C'est aussi le cas notamment avec des auteurs connus. Là, on aura le choix, par contre. Du coup, on pourra soit mettre le S, soit ne pas le mettre. C'est vous qui voyez avec quoi vous êtes à l'aise. Par contre, après les noms de l'Antiquité, là, on va juste utiliser l'apostrophe. Il ne sera pas possible de mettre un S après. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire Jesus time. Donc pareil, la prononciation ça change rien dans tous les cas, mais à l'écrit, on ne pourra pas mettre de S après l'apostrophe. Ou pareil, si vous dites my Achilles heel. Donc là pareil, à l'oral ça changera rien dans tous les cas, mais à l'écrit, après Achilles, vous pouvez pas mettre le S après l'apostrophe, quoi. Avec les structures coordonnées, vous avez deux possibilités. Et d'ailleurs qui n'ont pas le même sens. C'est-à-dire que si vous utilisez le S ou pas, ça peut changer quelque chose. Je m'explique. Par exemple, si vous mettez l'apostrophe S après chacun des deux noms coordonnés, vous aurez des phrases du type Mary's and John's house. Dans cette phrase-là, on ne parle pas d'une, mais de deux maisons. Parce que quand vous avez l'apostrophe S derrière Mary et John, on parlera du coup de la maison de Marie et de la maison de John. Donc il ne s'agit pas de deux personnes qui vivent ensemble, mais des deux maisons. Par contre, si vous mettez le génitif seulement après le deuxième nom, comme dans Mary and John's house, là vous parlez de la maison de Marie et de John. C'est là où justement on retrouve le groupe nominal dont je vous ai parlé en début de vidéo, où je vous disais soit c'est un nom tout seul, soit c'est un groupe nominal. Là typiquement c'est un groupe nominal parce que vous avez deux noms coordonnés, mais ils vont ensemble. Vu qu'on a mis l'apostrophe S seulement après John, là du coup ça fonctionne parce que Mary and John, c'est ensemble. Voilà, on parle des deux ensemble. Alors que dans Mary's and John's, on fait une distinction. Ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés. Alors que dans Mary and John's, c'est un bloc, ça va ensemble, on ne sépare pas. Eux, c'est les propriétaires de la maison. Dans le type groupe nominal, donc comme je vous ai dit, il peut y avoir plusieurs mots à la suite. Vous pouvez très bien avoir The Queen of England's palaces. Donc ne vous en faites pas, je vous ai dit 3 mots, et c'est toujours le cas. Sauf que l'article, il ne fait pas partie en fait du groupe. Il est juste devant pour aider à définir le groupe nominal, mais il ne fait pas partie du groupe nominal. Donc le groupe nominal, c'est Queen of England. Il vous arrivera également de rencontrer deux génitifs à la suite, avec par exemple ce genre de phrase. My father's boss house. Donc là, cette phrase signifie la maison du patron de mon père. Donc là, en fait, on a deux liens de parenté appartenance, puisque on a la relation entre le père et le patron, donc le patron de mon père, donc déjà premier bloc, mais le patron se retrouve aussi dans la composition patron-maison. Donc du coup, la maison du patron. Voilà. Donc ça, pareil, ça peut arriver, vous pouvez avoir deux génitifs à la suite.
Cinquième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de la prononciation du génitif parce que oui, il faut faire un petit peu attention, la prononciation va changer selon ce qu'il y a à la fin du mot à la base. Mais ne vous en faites pas, c'est rien de sorcier, en fait c'est les mêmes règles que quand vous avez un pluriel ou vous avez le S à la troisième personne du singulier également. Donc vous allez retrouver la prononciation se, donc S, je vous mettrai à chaque fois la transcription phonétique, comme ça vous donnera une idée. Donc vous avez cette prononciation, se, après les consonnes qu'on appelle sourdes, donc le F, le K, le P et le T. Donc par exemple, my cat's eyes. Vous allez retrouver une prononciation en Z après toutes les autres consonnes et voyelles. Par exemple, the dog's tail. Et vous allez retrouver la prononciation en is après le S, le Ch, le Z et le J. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous avez des questions en tout genre par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires ou sur mes réseaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront grâce à la petite notification. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!